Vous observez tout point, voici donc les épisodes de Deadmon Deadplay disponibles à ce jour. N'hésitez pas à liker pour soutenir le projet, et c'est parti. L'anime commence dans une sorte de donjon. Les chevaliers sont terrifiés, mais malgré l'atmosphère sinistre qui règne dans la grotte, un chevalier d'une puissance impressionnante s'approche. Plusieurs sauts magiques sont invoqués depuis le donjon et exécutent plusieurs soldats. Ils battent en retraite, mais un soldat, imperturbable, affronte l'atrocité qui l'attend. Il s'agit de Lugri, un chevalier de l'église qui dissipe les calamités. La calamité crânienne attaque, mais est rapidement bloquée par des mages guérisseurs qui lui apportent leur soutien. Le chevalier utilise également des sauts magiques pour contrôler sa puissance et affronter la créature. La créature perd le contrôle et lance diverses armes sur le chevalier grâce à ses sauts magiques, mais Lugri reste imperturbable et part froidement tous les coups jusqu'à ce que son épée se plante dans le plafond. La créature profite alors de l'occasion pour déchaîner une puissante concentration de mana sombre sur le chevalier, invoquant un dragon ténébreux. À cet instant, tous tremblent de peur, mais le chevalier, concentré sur son objectif, utilise le mana sur son épée et tranche aisément le dragon en deux. Tandis que l'inquiétude grandit quant à sa réussite, la créature l'intimide en invoquant une armée de soldats squelettiques. La créature n'est autre qu'un nécromancien. Tous le craignaient, mais la jeune fille faisait une confiance aveugle au chevalier qui, une fois de plus, se livra à la magie. Ses yeux s'illuminèrent d'une aura écarlate, tandis que les souvenirs de cette nuit sanglante l'envahissaient. Les âmes des soldats partis au combat pour le protéger lui murmuraient qu'il aurait dû les accompagner, et ces mêmes âmes en désormais l'armée démoniaque qui se tenait devant lui. Le chevalier pouvait voir les âmes sacrifiées par le nécromancien, et la créature en fut surprise. Il rétorque à propos du regard maléfique qu'il perçoit dans le visage du jeune chevalier, et un mage de l'arrière-garde explique que certains possèdent ses yeux, sont nés avec des pouvoirs, et se tournent donc vers l'église, car ils peuvent voir les âmes de tous ceux qu'ils tuent, y compris les créatures. D'autres, en revanche, s'amusent à les manipuler et deviennent nécromanciens. Et nous reprenons le combat acharné, les deux camps utilisant des sauts magiques et échangeant des coups variés, qu'ils paraissent simultanément, jusqu'à ce que la véritable forme de la créature soit révélée. Un cerveau dans un bocal scellé, protégé par un immense crâne d'os et une aura d'une noirceur absolue. Le chevalier charge la créature, et un combat s'engage pour déterminer quel saut magique est le plus puissant. Le mage à l'arrière renforce le chevalier, qui acquiert une vitesse fulgurante, et se lance à la poursuite de la créature, visant directement sa forme cérébrale. Il finit par percer la couche de magie et emporte la créature avec elle, ainsi que l'atmosphère hostile, afin de débarrasser ces terres des massacres qu'elle causait. Puis, le jeune homme, désormais doté d'une voix d'enfant, se réveille, incapable de parler. Des taches rouges apparaissent sur sa chemise. Complètement désorienté, il sort et se retrouve apparemment dans une ville japonaise moderne. S'agirait-il d'un Isuke inversé, ou peut-être d'un Isuke dans un Isuke? Le garçon marche dans les rues, et une personne surveillant la situation grâce à un drone appelle rapidement quelqu'un d'autre pour annuler la récupération du corps. Il apprend que la cible est vivante et se demande comment c'est possible. Le garçon porte désormais un regard nouveau sur le monde, cherchant à comprendre où il se trouve. Il remarque que les enfants semblent en bonne santé et joyeux, contrairement à ce qu'il a vu dans son monde. Il s'interroge aussitôt sur le sort de ce monde et espère qu'un avenir prospère y est encore possible, même s'il ne peut y retourner. Des policiers l'interpellent, et il ne comprend rien. Mais en quelques secondes, il commence à recueillir des informations sur ce corps et à comprendre le dialecte des policiers, qui dans ce cas précis serait le japonais. Il reconnaît son nom, Puka, et les policiers, le prenant pour un enfant étranger, s'inquiètent aussitôt de sa blessure au cou. Soudain, une jeune fille surgit, assomme les policiers d'un coup de pied et leur ordonne de fuir. Lorsqu'il reprend enfin ses esprits, une fille lui parle, et des souvenirs déformés défilent dans sa vision. La fille est très gentille avec lui jusqu'à ce qu'elle le retourne, le projette en l'air, le rattrape, lui caresse le visage et lui dise de se détendre, qu'il n'est pas un fantôme car son corps est encore chaud. Perplexe, il la remercie, mais elle lui dit de ne pas le remercier car elle va l'exécuter dans quelques instants. Elle sort une barre de fer tachée de rouge, apparemment les mêmes taches que la chemise du garçon, et l'on découvre qu'elle était celle à qui l'homme parlait au téléphone plus tôt. C'est une tueuse à gages, et c'est ainsi qu'elle gagne leur vie. Caché dans un bâtiment abandonné, le garçon réfléchissait à ce qui se passait et comprit que dans ce monde, il ne pouvait voir les esprits, que l'air était presque dépourvu d'éléments et que le corps avait à peine une forme humaine, ce qui en faisait un piètre réceptacle. Mais la jeune fille l'interrompit en lançant plusieurs dagues et couteaux contre la fenêtre. Il parvint à réagir, mais son corps était lent et il ne put suivre. Il para les attaques et s'enfuit, frustré car il pensait vivre dans un monde sûr. Une dague le blessa à la jambe, mais il était déterminé. Il avait toujours rêvé d'un monde comme celui-ci et il n'allait pas abandonner si facilement. Après avoir retiré la dague de sa jambe, il lança le poignard sur la jeune fille et s'enfuit. Mais elle était très excitée car personne ne l'avait jamais intimidée auparavant et elle se lança à sa poursuite, parvenant finalement à le faire tomber à nouveau. Elle expliqua que cet endroit était très réputé dans son domaine et que les accusateurs l'utilisaient pour des affaires impliquant des personnes se transformant en fantômes. Appuyé contre le mur, il confirma sa théorie, utilisant l'œil de. Voyant une pièce emplie d'esprit, la jeune fille, furieuse, se moqua de la vie. Elle se jeta sur lui, et il utilisa aussitôt son pouvoir pour manipuler les âmes environnantes, invoquant un sceau magique et lui ordonnant de ne pas prendre la vie à la légère, car elle n'était en réalité que ses jouets. Il la transperça brutalement de son invocation. Au début, j'ai cru que le chevalier avait été corrompu, mais après avoir vu la magie d'invocation, j'ai compris. Dans l'autre monde, le chevalier que je croyais être le garçon qui avait échangé de corps avoue ne pas être sûr d'avoir vaincu la créature, car au dernier moment, il a senti sa magie s'épuiser. Alors
Alors oui, mes amis, la créature s'est réincarnée dans l'autre monde. Quel retournement de situation. Le mage lui dit d'être fier, car il a sauvé le monde de la créature, et il répond avec hésitation qu'il l'espère. De retour au Japon, le nécromancien a repris pleinement conscience et remercie l'assassin d'avoir exécuté le jeune homme qui lui servait de réceptacle, et de l'avoir emmené dans un lieu si imprégné de magie, où il pourrait enfin mener une vie paisible. Il déclare que la partie est terminée, finit la fuite, et qu'ils vont désormais jouer les faucheurs dans un jeu mortel tout simplement sensationnel. Mais il prépare ses sauts et ordonne à la jeune fille d'arrêter de faire semblant, qu'il sait qu'elle est vivante, et la qualifie d'assassin enchanteresse, ou plutôt, d'enchanteresse. Un silence s'installe dans la pièce, et il comprend qu'elle ne simulait pas, et il commence à être stupéfait. Dans la vidéo d'ouverture, on découvre l'enfance de la calamité. Elle fut vendue par ses parents à des sorciers, et depuis lors, elle ira à travers divers territoires, jusqu'à ce que finalement, après une guerre, tous ceux qu'elle accompagnait finissent par être exécutés. Elle ne cherchait plus qu'un lieu où vivre en silence, mais elle découvrit des orphelins dans cette grotte et prit soin d'eux, les accueillant dans son monde. Elle ne désirait qu'une vie paisible et vivait désormais avec eux. Mais la religion et les royaumes de cette contrée les accusèrent d'impureté et leur déclarèrent la guerre, anéantissant ainsi tous ces pauvres orphelins. Le calamité ne s'arrêta pas là, il assouvit sa vengeance sur le champ, contemplant les visages de ces maudits soldats brûlés dans les flammes, les faisant payer. Et au fil du temps, cette grotte qui avait jadis été son refuge avec les enfants devint un antre rempli d'ossements, mais il aspirait toujours à la paix. Aussi étudia-t-il et attendit-il pendant des siècles que quelqu'un puisse enfin l'exécuter. Son plan s'acheva ainsi lorsque l'Atiero de l'épisode précédent l'attaqua, activant sa magie de réincarnation. De retour au présent, il reste sous le choc de l'avoir tuée involontairement et cherche un moyen de la ranimer, en vain. La scène est filmée par le pilote du drone. Son collègue, paniqué, envoie une vidéo à ses collègues pour tenter de comprendre ce qui se passe. Parallèlement, on découvre le passé de la jeune fille décédée. Elle n'était qu'une petite fille, si jeune, lorsqu'un meurtrier a fait irruption chez elle et a poignardé ses parents. On comprend déjà qu'elle n'est pas tout à fait saine d'esprit, et on se demande d'où lui vient cette folie. Des années plus tard, elle a retrouvé le coupable, et on la connaît désormais sous le nom de Zaki, la meurtrière tueuse. Elle finit par y mettre un terme, car le type l'avait bien cherché, mais elle avait perdu la raison et prenait désormais plaisir à exécuter des meurtriers. Ayant atteint son but ultime, elle décida de voir si elle pouvait aussi exécuter une bonne personne, puisqu'elle n'avait jusqu'alors exécuté que des assassins. C'est alors qu'elle accepta la mission d'exécuter le garçon dans le corps duquel le maléfice s'était réincarné. C'est alors qu'elle a commis l'irréparable. Cette femme folle et dérangée, qui se réjouissait plus tard de pouvoir exécuter n'importe qui, même une bonne personne, médite sur le fait que, dans le monde où elle vit et dans celui des autres membres de son équipe, personne ne peut être heureux. À présent, elle décide de se soumettre à l'épreuve ultime, savoir si elle serait capable de s'exécuter elle-même. Je dis que la santé mentale de cette fille, c'était il y a longtemps, mais dès le début de la tentative, elle a été interrompue car sa mission n'était pas encore terminée. Et elle lui demande « Comment ça, la mission n'est pas terminée ?» L'homme révèle alors que le garçon se promène en ville, le cou déchiré, vous l'avez vu. Bref, ce que vous avez vu dans l'épisode précédent s'est produit. On la retrouve maintenant à son réveil, et la calamité a réussi à la ressusciter par magie. Elle est complètement désorientée, mais elle accepte la situation avec son air déjanté habituel. Soudain, on voit son chef et plusieurs autres assassins encercler la pièce, arme à la main. Le chef la prend alors dans ses bras, mais d'une étreinte presque réconfortante, car elle lui révèle qu'elle n'a plus de pouls, qu'elle est transie de froid, et l'horrible nouvelle, elle est un zombie. Le tout se déroule dans une ambiance surréaliste. Et enfin, nous rencontrons le type au drone. C'est un homme d'affaires qui vend des informations collectées par drone, et il semble un peu dérangé, témoin de toute cette situation presque surnaturelle. Mais il essaie d'être optimiste et nous raconte toute sa vie, au point que son optimisme en devient presque comique. Bref, le responsable de la catastrophe s'efforce de ranimer la jeune fille, et tout le monde arrive. Après les présentations, le chef demande à chacun d'attendre et de baisser ses armes, il explique la situation, et révèle finalement qu'un sorcier suffira à son réveil, car il a réussi à préserver son cerveau, son âme et son corps. Mais tout le monde s'exclame « Un sorcier? De la magie ?» Il répond « Oui, les choses ont mal tourné, hein ?» Il mentionne le nom d'une ville inconnue et demande s'il y a des magiciens là-bas. Elle dit qu'il est le premier vrai magicien qu'elle rencontre, car dans ce monde, il n'y a que des charlatans. Il réfléchit un instant, puis, d'un ton grave, annonce à tous que tout cela n'était qu'une hallucination collective, tout en rassemblant ses sorts. Le chef se tourne alors vers lui, sérieux, et s'exclame « Bravo, mon pote !» Il sort ensuite ses sorts et déclare d'un ton intimidant qu'il serait bon que tout le monde admette que toute cette peur n'était qu'une hallucination. Le chef lui demande un temps de réflexion, ce qu'il accepte. Soudain, des sirènes retentissent dans la pièce, mais le technicien, que nous appellerons le spécialiste des drones, apporte les images et parle d'un incendie dans une garderie clandestine. Le calamité demande des informations. Le chef lui demande pourquoi il veut savoir s'il n'y est pour rien, mais il révèle que la garderie est clandestine et accueille les enfants de prostituées et de membres des yakuza exécutés. Le calamité révèle, d'un ton grave et sombre, qu'elle a déjà brûlé à plusieurs reprises et déclare qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer une telle souffrance. Le patron acquiesce et ordonne au pilote de drone de lui fournir tout le soutien nécessaire pour atteindre la garderie. Calamity saute alors du bâtiment et utilise sa magie avec son bras squelettique pour planer au-dessus des immeubles comme Spider-Man. Et croyez-moi, il avait du style, digne d'un héros de BD, il aurait même pu être pigeon voyageur. À son arrivée, l'endroit est cerné par la foule et les pompiers, mais très vite,
Utilisez votre magie pour vous déplacer jusqu'à atteindre OP. Le drone passe si vite qu'on ne le voit pas. Arrivé sur place, il découvre les orphelins blottis au sol et leur demande s'ils sont les parents des enfants qui planent au-dessus d'eux. Il leur demande leur aide, leur apportant des squelettes et leur demandant de les posséder. Les gens aperçoivent les squelettes par la fenêtre et sont surpris, mais les enfants ne voient que leurs parents. Grâce à leur aide, le drone utilise sa magie pour camoufler son bras squelettique géant et sauve enfin les enfants, quittant rapidement le bâtiment sans être vus. Cependant, des images de crâne et du bras squelettique géant circulent déjà sur les réseaux sociaux. Le pilote du drone est soulagé que les enfants soient sains et saufs. Après un moment de réflexion, car il ne comprend pas comment cet homme a pu traiter la vie de l'assassin comme un simple jouet alors que les orphelins étaient si précieux à ses yeux, il leur conseille de ne pas s'en prendre à lui, car il est impossible de prédire son prochain coup. Le chef dit, ils peuvent donc retourner en arrière, car la jeune assassin est sur le point de se réveiller, et enfin revenir au présent, n'est-ce pas? Car cet anime fait des allers-retours constants entre passé et futur, et j'avoue que cela a attiré mon attention, j'aime ce genre d'anime. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Le désastre reflète donc ce qui pourrait être fait pour instaurer la paix dans ce monde, puisqu'il est clair qu'il ne l'est pas, n'est-ce pas? Le chef lui parle et lui dit que s'il veut la paix, il lui faut de l'argent, et lui demande ce qu'il désire. Il répond qu'il veut de l'argent et du pouvoir, et que pour cela, il utilisera ses pouvoirs de nécromancie, puisqu'il est le seul dans ce monde à maîtriser cette magie. Il compte s'en servir pour acquérir argent et pouvoir, afin de pouvoir enfin goûter à la paix tant désirée, de manière absolue et sereine. La chef dit qu'elle l'aidera à trouver la paix. En l'occurrence, elle va placer des gens à sa place pour qu'ils puissent s'adapter à ce nouveau monde. Il s'agit du tueur zombie et du pilote de drone. Tous deux sont surpris et pensent « Impossible. Ne mentionnez pas ça dans l'histoire, mais c'est le quartier général des assassins. » La jeune femme voit que les squelettes ont fuité sur les réseaux sociaux et que la catastrophe les utilisait déjà pour faciliter le déménagement, d'une manière assez comique. Bref, le pilote de drone et le tueur l'aident à s'installer. Le tueur apprécie beaucoup le jeune homme et le remercie d'être là et de l'avoir aidé à se sentir comme chez lui. Le pilote de drone s'enquiert ensuite de la famille du réceptacle, qui révèle qu'il s'agit du chef des assassins. Il lui conseille d'écrire de temps en temps, expliquant qu'il est en quête de lui-même et que cela arrangera tout. Le type avec le drone dit que c'est une tactique très malhonnête pour dissimuler un meurtre, et maintenant le malheur hante ce vieux bâtiment, vous savez, celui où plusieurs membres des Yakuza ont été assassinés, et qui est hanté. La calamité dit qu'elle ne comprend pas grand-chose à ce monde, mais qu'elle est heureuse que la religion qui existait dans son monde n'y soit plus, car elle le considérait comme une abomination et l'a traqué jusqu'à la fin de sa vie, et que son nom là-bas était Dieu des cadavres, et bien sûr la folle a assassiné ce nom, et a révélé qu'il peut désormais avoir la paix dans ce monde. Mais je voulais savoir qui avait engagé l'équipe d'exécution. Le vaisseau, mais l'opérateur du drone affirme ne pas recevoir ce genre d'informations. Le chef des assassins lui demande alors de garder le secret en échange de son séjour dans le bâtiment abandonné. L'opérateur se demande ensuite s'il n'a pas peur d'être près de l'assassine, et il répond que non, car ce n'est pas lui qu'elle a exécuté. Il ajoute que le vaisseau lui a également demandé de pardonner à l'assassine, ce qui stupéfie l'opérateur. Puis il révèle avoir insufflé l'âme du vaisseau dans ce petit drone, ce qui surprend encore davantage ce dernier. La jeune femme, cherchant un moyen de gagner sa vie, se voit suggérée par la folle de devenir voleur ou assassin. Il refuse, mais elle le convainc en lui assurant que ce serait facile. Il finit par accepter une mission qui lui était initialement destinée, éliminer un assassin d'un gang qui traquait le client. La jeune femme se rend ensuite au repère des assassins, et le client révèle qu'ils sont des amis de l'homme qui a tué ses parents. L'excitation la gagne, alors elle se faufile à l'intérieur, mais il l'attendait déjà et passe à l'attaque, mais ils n'ont aucune chance. D'une rapidité fulgurante, elle enchaîne les coups de pied et de poing, mettant hors de combat tous ceux qui se trouvent à sa portée. Puis, prise au dépourvu, elle reçoit 2 balles dans le dos, apparemment tirées par son propre client. Ce dernier lui révèle qu'il avait tendu l'embuscade pour venger leur chef, l'assassin qui avait tué ses parents, et qu'elle l'avait finalement tué par pur karma. Soudain, la calamité apparaît derrière elle, affirmant tout comprendre, et révèle que Misaki, l'assassin, est désormais un zombie et ne sera pas si facile à vaincre. Elle se relève en souriant et repousse la jambe d'un malfrat. L'opérateur du drone lui demande s'il était au courant depuis le début, et il répond que non, qu'il n'a fait qu'accepter la requête, une requête émanant des enfants esprits qui hantaient le client. Il écrase alors les malfrats, le monticule de terre et de débris, et déclare qu'il ne leur permettra plus de faire de mal à personne. Il dit aux enfants qu'ils pouvaient se reposer, que leurs parents seraient en sécurité, et s'excusa de ne pouvoir faire plus. De retour à la base, l'opérateur du drone lui demanda pourquoi il avait aidé les enfants si la vie humaine n'était qu'un jouet à ses yeux. Le maléfique expliqua que oui, c'était des jouets, et que les jouets faisaient sourire les enfants, alors il ne les abandonnerait jamais. Il joua ensuite avec le drone, qui était l'esprit contenu dans le réceptacle. L'opérateur du drone comprit qu'il s'était simplement mal exprimé, c'est tout. Cet homme était vraiment quelqu'un de bien, avec un caractère bien au-dessus de la moyenne. L'opérateur du drone fut surpris et soulagé, puis raconta tout ce qui s'était passé ce jour-là à sa supérieure. Elle lui dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter des autres gangs et que ce n'était que ses acolytes. Puis, quelques scélérats encore en vie préparèrent leur vengeance, mais mystérieusement, ils ont été exécutés, alors la calamité étudie un livre sur les vampires et affirme qu'avec suffisamment de mana, elle pourrait même transformer l'assassin en vampire. Elle est très excitée. La patronne se détendait avec des amis dans sa chambre lorsqu'elle a été interrompue par un appel téléphonique. Elle refuse alors la mission que lui a confiée le client qui exigeait l'exécution de la
Calamité et retourne s'amuser avec ses amis, si vous voyez ce que je veux dire. Alors allons dans un bar plutôt fréquenté par des hommes. Là où des filles servent et où les boissons sont hors de prix, le but étant précisément d'arnaquer les clients, un blond interroge un barman sur la tête des assassins. Bien sûr, le barman fait mine de ne rien savoir, et le blond ivre continue de débiter des inepties sur les événements liés au crâne sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'il bouscule une fille. Le vigile lui donne une bonne raclée pour lui donner une leçon. Puis, de retour à la Calamité, il explique les capacités du zombie. Elle est devenue plus résistante et moins sensible, et elle possède aussi un pouvoir d'autorégénération. Si elle n'a pas beaucoup d'options pour se nourrir, elle peut même manger de la viande crue et se régénérer facilement. Sa salive a des effets paralysants. Si elle mord quelqu'un, la personne est instantanément paralysée. Elle s'approche et mord la Calamité, et le pauvre type tombe à terre. Le type au drone le réprimande, et elle lui demande d'un ton mignon s'il veut une petite morsure lui aussi. Il réplique alors avec brio en parlant d'un point de vue politiquement correct, elle acquiesce avec douceur, se laissant faire, tandis que la créature reste paralysée comme un sac poubelle au sol. Un homme bandé examine l'emplacement des canaux et disparaît dans l'ombre à l'arrivée de la police. Le partenaire du blond, rencontré au bar, l'appelle alors, il complote quelque chose, car il a déjà neutralisé plusieurs agents de sécurité. La scène suivante montre la créature en train de leur parler du point de connexion entre ce monde et l'autre. Après tout, il peut utiliser ses pouvoirs magiques de l'autre monde dans celui-ci. Alors, qu'est-ce qui existe d'autre de l'autre monde dans celui-ci? À leur insu, la créature a donc ligoté les bras et les jambes des canaux, les laissant en vie mais incapables de les utiliser désormais. Le blond et son partenaire, devenus policiers, se rendent sur les lieux du crime. Nous voici maintenant dans la division spéciale, dirigée par le blond. Il présente les dossiers des derniers meurtres, les meurtriers recherchés et les suspects potentiels, élabore un plan pour tous les appréhender, et affirme qu'ils sont déjà passés entre les mailles du filet. C'est pourquoi il doit s'agir d'un occultiste, et ils ont résolu toutes les affaires grâce à leurs compétences exceptionnelles. S'il s'agit de simples humains, ils peuvent les arrêter, car cela ne les a jamais arrêtés auparavant. Ils forment donc une sorte d'unité spéciale enquêtant sur les crimes surnaturels. Puis, la Calamité transfère l'âme du réceptacle au requin en peluche, et l'homme au drone est ravi de retrouver son jouet, en l'occurrence le drone. Le réceptacle devient alors timide car l'assassin le prend dans ses bras, et l'homme au drone le traite de fou. Après tout, il s'emballe pour une fille qu'il a exécutée. La Calamité est maintenant à la recherche de mana, à la fois pour créer des cordes vocales pour le réceptacle, devenu un requin en peluche, et pour reconstituer ses réserves. Il suffit d'émotions négatives, de ressentiments et de choses de ce genre, et de quelques âmes maléfiques pour y mettre un terme. C'est tout simple. Vous le trouvez dans son jardin. Il explique qu'en exorcisant ces âmes impures, elles obtiennent du mana, dans le cas de la nécromancie, qu'il pratique une forme de nécromancie, mais qu'il obtient également du mana à partir de pierres précieuses, comme les saphirs et les diamants, car elles stockent du mana. Et l'opérateur du drone lui dit de regarder la réalité en face. Il constate qu'ils sont très chers et révèle que dans son monde, elles étaient bien plus accessibles, au point que des enfants pouvaient les posséder. Ils pouvaient même les absorber d'un simple geste. Cependant, les pierres se brisaient, ce qui n'était pas très juste pour les commerçants. Soudain, un officier de police d'élite apparaît et se lance à la poursuite du drone, probablement à la recherche de preuves enregistrées. Pendant ce temps, la blonde, chef de l'unité, discute avec la responsable des assassins, l'interrogeant par intermittence au bar et lui demandant son degré d'implication dans ces meurtres. Puis, retour au complice qui a volé le drone, qui s'éclipsait discrètement, mais le Calamity le réclame, car il appartient à un ami. Le policier traite immédiatement le type du drone comme l'église avait traité le Calamity dans l'autre monde, et il se met en colère. Le policier s'éloigne, mais il a commis une erreur, et le Calamity a récupéré le drone. Le policier, loin d'être intimidé, semble même plus curieux. L'homme au drone révèle que ce policier n'est pas un inspecteur ordinaire, mais qu'il a démantelé un gang entier à lui seul, lorsqu'il était simple soldat. Le délinquant, l'homme au drone, ordonne au malfrat de dissimuler son pouvoir, puisqu'il est policier, et que s'il le découvre, il ne le lâchera pas. Le policier interroge alors le garçon sur ses parents, et celui-ci répond qu'il ne les connaît pas car il a été vendu. C'est là qu'il flanche, car il évoque son passé, et l'homme au drone s'inquiète car ils ne peuvent pas se permettre d'attirer l'attention. La meurtrière fréquente le bar du chef, et il va bientôt commencer à le fréquenter aussi. Une enquête à ce stade n'est pas ce dont ils ont besoin. Mais le policier reçoit un appel de l'homme au drone, qui tente de négocier, prétendant être ami avec lui depuis un jeu et lui demandant de lui fixer un délai. Le policier ne se laisse pas berner et refuse. L'homme au drone rétorque alors que ce serait une mauvaise idée. La vidéo où on le voit séduire le garçon et la fille circule sur internet. Malgré tout, il ne se laisse pas intimider et révèle son passé. Lorsqu'il a trouvé le type au drone, il pleurait et a trahi tous ses amis. Le policier le traite de racaille, jusqu'à ce que la folle intervienne, affirmant que, de toute façon, le type au drone vaut mieux que ce policier. Elle lui lance alors un regard menaçant qui fait trembler l'agent, allant jusqu'à comparer son aura à celle d'un haut dignitaire yakuza. Soudain, la fille disparaît et réapparaît derrière lui assénant un coup de pied sauté dans le ventre qui l'envoie valser. La folle, comme toujours, rit et prétend qu'il s'agissait d'un inconnu qui l'a abordé, donc c'était de la légitime défense, pas une plainte. Elle sourit à la folle et l'entraîne par la main pour s'enfuir avec elle. Elles finissent par semer le policier, désorienté et à peine capable de tenir debout. Étrangement, le corps de la créature
est lui aussi glacé, tout comme celui de l'assassin zombie. Le policier fut surpris par cette sensation de froid en le touchant. Le pilote de drone le remercie alors, minimisant son importance et affirmant que le policier disait vrai point, mais le drame le galvanise avec quelques paroles encourageantes. Le policier, tenant désormais l'empreinte de la jeune fille, leur demande d'examiner la marque qui appartiendrait à un suspect potentiel. Ce ne fut même pas nécessaire, car l'autre policière présente l'identifia comme identique à celle relevée sur les lieux du crime, et le policier à proximité prit peur de l'enquêteur car, en enlevant sa chemise, il a un tatouage Yakuza dans le dos. Entre-temps, il est enthousiasmé par l'affaire grâce à ces nouvelles informations. D'autres policiers parlent ensuite de Lemingo, l'un des tueurs à gages recherchés, celui avec les banderoles qui a disparu plus tôt. Ils disent qu'il est recherché pour divers crimes odieux, allant du racket au meurtre en passant par l'enlèvement. L'officier dit que c'est un monstre, que lorsqu'il l'a vu pour la première fois, les balles l'ont raté et qu'il a abattu tous les policiers en 30 secondes. C'est ce qui va changer. L'officier dit qu'il aimerait s'occuper de l'affaire, mais qu'elle relève d'une autre juridiction, celle du groupe du Blond, qui a même perdu sa promotion, mais qui reste un dur à cuire et digne de confiance. La scène suivante montre le Blond en train de boire et de s'amuser avec des filles dans un bar. Il arrive au bureau du commandant en second, et le chef sait qu'il n'a pas de mandat, alors il est allé là-bas pour obtenir des informations de manière informelle. Il est là à plaisanter et à poser des questions tout en buvant avec les filles. C'est à ce moment précis que le drame survient, et grâce à la jeune fille, le calme revient. Bien sûr, l'agent les réprimande pour leur minorité, mais ils refusent de consommer de l'alcool. À cet instant, le policier Yakuza envoie un message au policier Blond, décrivant précisément la tenue de la jeune fille, et les appelle tous deux pour leur demander conseil sur les tendances de la mode. Il propose de leur offrir de quoi se détendre, manger et décompresser, en échange de ses conseils. Il tente de jouer les vieux sages, tandis que l'agent sous drone observe le policier Yakuza partir avec d'autres policiers se dirigeant vers le bar. Pendant ce temps, Lemingo, le soi-disant assassin, braque les passants dans l'immeuble tel Spider-Man, avant de rejoindre le bar. Ils finissent par accepter, et la jeune fille, arrivée sur place, raconte des histoires rocambolesques. Le policier, subjugué, goûte le jus pour la première fois de sa vie et la trouve même ressemblante à Batista Sua Echo de Wava. Mais au moment même où le pilote de drone donne l'alerte, la police arrive au bar. Il demande la permission d'entrer et explique qu'il n'est qu'un client, du moins pour l'instant, et le patron accepte. Le policier Blond lui fait signe de s'asseoir avec eux. La fille le reconnaît et dit que c'est lui qui a essayé de la frapper et qu'elle l'a tabassé. Il rétorque que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, et l'autre policier lui lance « Mec, c'est toi qui as fait ça », mais il plaisantait. Le Blond annonce alors qu'il va leur poser quelques questions à tous les deux. Après tout, ils ne veulent pas être accusés d'entrave à la justice. Soudain, les lumières s'éteignent, mais le chef affirme que ce n'était pas elle, et les deux en profitent pour s'éclipser. Le type déclare que cette fois, c'est lui qui va la tirer par la main, et la fille plaisante en disant qu'il est plutôt culotté. Mais le type sursaute en voyant quelqu'un devant lui. Le blondinet aperçoit alors Lemingo, tout bandé, qui descend du plafond, et les deux policiers sont déjà terrifiés. Imaginez un peu, vous êtes le dieu des morts d'un monde magique, mais vous vous réincarnez dans le corps d'un enfant japonais ordinaire. Désormais, vous côtoyez la police, les yakuza et les assassins. Vous regardez Deadmond Deadplay, alors n'hésitez pas à liker pour soutenir le projet. Après l'entrée triomphale de Lemingo, la stupéfaction est générale, mais le chef leur demande de se calmer. S'il avait vraiment voulu exécuter quelqu'un, il ne se serait pas montré aussi ouvertement. L'ancien policier yakuza décide de rassembler ses hommes et de se lancer à sa poursuite, mais entre-temps, Calamity découvre que Lemingo maîtrise également la manipulation spirituelle. Et Lemingo avance rapidement, éliminant tous les policiers. Le flic Yakuza tente même d'utiliser ses ruses de voyou pour attaquer, mais échoue lamentablement. Lemingo, témoin du désastre, s'en approche, mais se retrouve nez à nez avec l'assassine zombie. Elle lui demande si c'est elle qu'il recherche, alors il la saisit, la jette sur son épaule et l'enlève. Le flic Yakuza réessaie, et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Il n'avait aucune chance. Le Calamité se demande si, en combattant le Lemingo, sa tranquillité sera brisée. Si la police découvre ses pouvoirs, sa tranquillité sera brisée. Il ne lui reste donc plus qu'à fuir pour se préserver et préserver sa tranquillité. Mais il finit par utiliser ses pouvoirs et s'excuse auprès de sa maîtresse, affichant une expression idiote et un air de regret tandis qu'il utilise sa magie. Puis, le Calamité attrape la jeune fille en plein vol avec son bras squelettique géant, mais les autres policiers commencent à utiliser des lampes de poche et leur téléphone portable, l'obligeant à redoubler de prudence. Pendant ce temps, le Lemingo avance férocement vers la jeune fille, et il utilise la magie pour tenter de l'arrêter. Mais le Lemingo atteint la jeune fille, lui pose une question, et elle plaisante, disant qu'elle ne peut pas dire ça. Puis il lance un regard menaçant au Calamité, et elle déclare qu'il est une bonne personne. Après cela, elle révèle au Lemingo sa demande, puis l'attaque avec une fourchette imbibée de sa salive, incapable d'enfreindre les commandements. Lemingo est alors paralysé par sa salive. La Calamité apparaît et déclare que cela n'a pas suffi à l'assommer, mais le remercie et lui dit que le reste dépend de lui. Il crée plusieurs sauts magiques autour de lui, donnant vie à un crâne gigantesque et complet qui n'attaque Lemingo qu'une seule fois. La scène suivante montre le bar
saccagé et détruit, et les policiers discutant de la façon de faire comme s'ils n'avaient rien vu. Le Mingo explique ensuite la situation à un aux responsables qu'il semble servir, détaillant tout et montrant une photo du réceptacle. Peu après, la Calamité et la jeune fille discutent avec le pilote du drone et marchent dans la rue. La Calamité affirme avoir réussi à recharger son énergie grâce à toute l'énergie négative qui entoure le Mingo. Il s'excuse et la remercie simultanément de l'avoir sauvée, la jeune fille, et d'avoir révélé son secret à le Mingo. Elle lui dit de se détendre car il l'a déjà sauvée. Il se souvient alors des paroles de son maître concernant le temps et l'importance d'aider qu'il veut sans hésiter, car il vivra. Pendant de nombreux siècles, le fléau leur demande de lui enseigner des histoires de vie et déclare qu'il ne veut aucune paix si cela signifie renoncer aux quelques personnes qui ont souri avec lui, même pour un court instant. L'exécutif apparaît alors, sachant que les quelques personnes qui seraient les réceptacles sont vivantes, et affirme qu'il réglera bientôt ce problème. Retour au fléau et aux gens. Le fléau décide d'ouvrir une boutique où il conclura un pacte avec les fantômes pour gagner de l'argent, mais l'homme au drone prend le risque malgré ses appréhensions, car il s'agit en réalité d'un dieu des morts, et il lui demande s'il est fou. C'est alors qu'un des fantômes dit que le pilote du drone prend le risque, malgré son appréhension, car l'homme est en réalité un dieu des morts, et il lui demande s'il est fou, puis un des fantômes répond que le pilote du drone prend le risque, malgré son appréhension, car l'homme est en réalité un dieu des morts, et il lui demande s'il est fou, puis un des fantômes répond que il avait une idée au cas où le fantôme le posséderait. Il y a un crayon qui écrit sur la table. En gros, ça parle de lire l'avenir des autres, et la fille qui figure porte des vêtements, disons, particuliers. Ces fantômes, mais personne n'utilise de magie. C'est le fantôme du crayon qui est un vrai scélérat et qui leur apprend à être des charlatans, c'est vraiment comique. Ils ont fini par utiliser la technologie du typodrone pour identifier les clients, et grâce à ces informations, le fléau entre en contact avec les proches fantômes de ces personnes et leur transmet des informations dans certains cas. Le fléau est donc ravi d'avoir enfin amassé sa première fortune dans ce monde et décide de la partager en 5. Lui-même, l'assassin, le typodrone, le réceptacle et le fantôme du crayon. Mais le réceptacle refuse, et le typodrone dit qu'il doit en avoir assez de voir de l'argent devant lui, sous-entendant qu'il était très riche. Mais la Calamité ne comprenait pas, et alors que le typodrone s'apprêtait à expliquer, 3 hommes en costume envahissent la pièce, et bientôt apparaissent des jumeaux, les neveux du réceptacle. La Calamité enfile sa capuche et tente. Il les trompe en prétendant être le dieu des morts, et tout le monde est genre, mais c'est quoi ce délire? Que se passe-t-il ici? Ils l'ignorent et prétendent être venus en client, ce qui ne fait qu'accroître la suspicion. Mais la Calamité leur dit de revenir un autre jour, et l'assassin précise qu'ils ouvrent à 10 h, rendant la situation cocasse. Les jumeaux, arrogants, traitent les autres de « ploucs », un terme péjoratif. Des ploucs, des roturiers, un truc du genre. Ils demandent ce qu'ils feront s'ils refusent, et le typodrone menace d'appeler la police, brisant complètement l'ambiance. Les jumeaux et les gardes de sécurité tremblent déjà. Alors qu'ils s'apprêtent à répliquer, la Calamité se lève et les enlace tous les deux, les laissant sans voix. Elle leur dit de se détendre, qu'elle les protégera et qu'ils auront un avenir. Soudain, un fantôme apparaît. La Calamité s'adressait en réalité à lui, le suppliant de protéger les enfants. La Calamité confirme qu'elle le fera, souriant et l'observant. Le Calamité décide alors de retourner chez le réceptacle le lendemain et discute avec les jumeaux, l'assassin et le pilote de drone qui l'aide. Grâce à ce dernier, le Calamité découvre que le réceptacle est en réalité le second fils du propriétaire d'une des plus grandes banques du Japon. Il est immédiatement surpris, et le pilote de drone ajoute qu'à la mort de son père, il touchera une part de l'héritage, une raison suffisante pour vouloir l'éliminer, si vous voyez ce que je veux dire. Le Calamité, déjà à bout de force, car il aspirait simplement à une vie paisible, révèle qu'il avait 2 gardes du corps dans son monde, un tigre zombie et un chevalier squelette. Mais au Japon, cela attirerait trop l'attention, et le rôle de garde du corps est donc confié à l'assassin zombie. Les jumeaux retournent ensuite à la voiture et retrouvent le cadre rencontré précédemment, probablement l'aîné de la famille, puisque le réceptacle est le second fils. Il dit être impatient du retour de Polka et leur recommande la prudence, car un autre accident comme le précédent pourrait se reproduire. Le fantôme commence déjà à se tordre de douleur. Le malheur finit par frapper le manoir du navire et la maison de ses neveux. Il est surpris par la taille du bâtiment. Étant même supérieur à celui des aristocrates d'Enfin, ton ancien monde, il est accueilli par ses neveux et le jeune homme suspect de l'épisode précédent. Il lui demande ce qu'il fait là, prétextant avoir reçu un message de vacances. Le Calamity explique qu'il a retrouvé son identité, et Misaki se présente avec une cordialité et une élégance surprenantes. Elle raconte alors que le Calamity l'a sauvé à plusieurs reprises de ses tentatives de suicide. Le Calamity est aussi surpris que les autres. Le jeune homme suspect prétend ne pas savoir qu'il était avec la fille d'Isaki Miyafero, et elle lui répond que cela fait longtemps. Il s'excuse et ajoute que sa famille l'a beaucoup aidé par le passé et que c'est vraiment dommage ce qui lui est arrivé. Mais il n'est pas dupe, il est persuadé d'avoir participé à l'assassinat de ses parents. On découvre que le frère du navire a 48 ans et est l'actuel chef de famille. Le jeune homme que l'on voit avec les neveux est le neveu aîné de Puka, le fils de son frère, qui dirige l'entreprise familiale. Il s'occupe de la sécurité de la société, qui emploie principalement d'anciens policiers chargés des basses besognes. Il gère tout. Il s'appelle Takro. L'épouse de Takro prend Misaki dans ses bras et lui assure qu'elle peut compter sur eux. Takro s'excuse de ne pas avoir fait de promesses qu'elle ne pourra pas tenir. La
Calamité s'agite, peut-être parce qu'elle a du mal à rester polie, et le navire tente de la rassurer, mais on remarque son agitation. Interrogée à ce sujet, l'autre nièce du navire, sans emploi et asociale, explique le modèle Shark d'une manière originale, précisant qu'il s'agit d'une gamme limitée. La Calamité rencontre ensuite un autre membre de la famille et découvre les autres, notamment le père et actuel chef du groupe, Shinoyama, qui se trouve à l'étranger. L'atmosphère se fait un peu pesante pendant les présentations, mais soudain, le grand-père des neveux et du patron, ainsi que le père du navire qui a fondé la société, fait son apparition, surprenant tout le monde, et leur dit de ne pas l'oublier. Il fait l'éloge du film que leur nièce asociale lui a conseillé, et celle-ci lui recommande d'autres films de requins. Puis, un membre de la famille s'approche pour lui parler du travail, mais il l'interrompt, lui disant qu'il devrait plutôt s'adresser à son fils et aux dirigeants actuels. Intrigué, le membre de la famille réplique avec brio, forçant l'autre à quitter la pièce, gêné. Il ajoute que si c'était urgent, il s'en occuperait, ce qui n'était pas le cas. Il appelle alors le responsable et lui demande s'il a quelque chose à dire. Le responsable s'excuse et explique que ce n'était pas le sujet, je suis rentré à la maison. Il dit « Bienvenue » et l'invite à écouter l'histoire, là, avec lui, comment il a aidé la fillette dans sa chambre avec le tatami. Il s'excuse auprès d'elle et lui dit d'admirer le jardin. Pendant ce temps, tandis que les neveux se disputent parce qu'il n'a pas été grondé, le fantôme, qui est la sœur aînée des enfants, dit que le feu est proche et continue de murmurer à propos du couloir. Pendant ce temps, le fantôme poursuit son récit. Là, les aventures se déroulèrent, et le patron semblait y croire sincèrement jusqu'à ce qu'il lui demande qui il était. Le personnage tenta de se dérober, mais le patron le saisit, lui passa le fardeau autour du cou et lui dit de ne pas le sous-estimer. Il avait peut-être l'air d'un vieil homme, mais il en avait vu de toutes les couleurs, et puis, c'était son père, non, peu importait que cela ait un sens. Bien qu'il semble savoir que ce n'est pas le vrai Polka, alors que la Calamité s'apprêtait à parler, pressentit quelque chose et déclara que les jumeaux étaient en danger. Elle promit de tout expliquer plus tard et demanda seulement qu'on lui fasse confiance. La Calamité ne s'éloigna pas aussitôt, et le patron comprit qu'elle n'était pas humaine. Une voix s'éleva de la pièce, lui reprochant de ne pas l'avoir exécutée. Mais le patron rétorqua que le visage de son fils était encore là et qu'il n'était pas si cruel. Une explosion surprit le patron. Un souvenir apparut alors, les enfants avaient perdu leur sac dans le jardin. L'une d'elles était allée le récupérer, en l'occurrence, l'aînée. Elle avait surpris une conversation à propos de cet assistant, réprimandé mais qui n'était en réalité qu'un imposteur, et qui avait brûlé son ancien corps. L'autre personne affirmait qu'ils avaient brûlé les jumeaux. La sœur, terrifiée, halta et fut remarquée. Elle courut alors avertir le patron, le réceptacle, qu'il projetait d'exécuter les jumeaux, mais elle fut entièrement consumée par les flammes et réalisa alors qu'elle était un fantôme. Elle continue d'implorer la protection pour les jumeaux. L'homme qui a brûlé la sœur, toujours infiltré, appelle les jumeaux, feignant de partir. Pour les sauver du prétendu incendie, le fantôme supplie de ne pas le faire, tandis qu'ils le suivent. Pendant ce temps, dans une prison, des détectives interrogent un détenu familier des affaires paranormales. Ce dernier, photo à l'appui, parle d'un tueur en série recherché qui s'infiltre dans un lieu et provoque des incendies de l'intérieur. Il est persuadé qu'il s'agit du même tueur en série que celui de l'orphelinat où les crânes sont apparus. Au même moment, on voit le manoir en flammes, exactement comme le détective a décrit les précédents incendies du tueur. Ce dernier s'en prend aux enfants avec son gant électrifié. Le fantôme tente d'intervenir, mais en vain. Soudain, Misaki surgit de nulle part et assène 2 coups de pied sautés au visage de l'incendiaire. 2 minutes avant qu'il ne s'effondre, elle déclare ne pas l'avoir, mais assure que, malgré tout, elle et le malheur sont venus sauver les jumeaux, surprenant le fantôme. Puis, le faux visage de l'incendiaire tombe au sol. Elle ordonne aux enfants de rentrer chez eux. D'abord résistés, ils finissent par obéir. Misaki lui demande s'il la reconnaît, car il doit bien être l'un des leurs, et il confirme l'appel de Saki, l'assassin des assassins. Il a mis le feu à la maison, et Misaki se jette sur lui d'un coup de pied sauté. Il l'esquive de justesse, et elle semble indifférente aux flammes. Il se demande si elle est vraiment humaine, et elle saisit une barre de fer et dissipe le feu, se recréant ainsi. Elle se dit surprise qu'il n'ait pas poursuivi les enfants, et il explique que c'est simple, ils n'ont nulle part où aller. On les voit cernés par les flammes. Les jumeaux, persuadés que c'est leur dernier souffle, pensent à leur sœur aînée et se demandent si elle ne leur en veut pas. Ils se sentent coupables de ce qui s'est passé et promettent de s'excuser ensemble lorsqu'ils la retrouveront. Le plafond s'effondre, mais le danger arrive à temps. Il leur dit de se souvenir de la prédiction, qu'ils ont un avenir, et ajoute que leur sœur n'est pas en colère et qu'elle se soucie toujours d'eux et les protège. Les jumeaux sortent alors au milieu du chaos, et Takro déclare qu'il est temps de nettoyer. Des voitures encerclent alors le faux parent, puis un motard apparaît pour l'achever au milieu de la circulation. À la surprise générale, le tueur en série était en réalité un employé, et le Calamity affirme qu'il est inutile d'essayer de le tromper. Voyant les esprits au-dessus de lui, il réclame aussitôt son visage. La voix féminine se fait masculine et tente de s'enfuir, mais Misaki, comme toujours, arrive avec un coup de pied sauté. C'est devenu une habitude, sans aucun doute mon personnage préféré. Le tueur en série continue de cracher des flammes et affronte le Calamity. Misaki se lance dans un discours sur le fait que nous sommes tous des insectes, mais il est interrompu
vaincu par le Mingo masqué, qui surgit de nulle part et s'écrase le visage contre le sol. Il leur fait signe de garder le secret et disparaît dans un nuage de flammes. Misaki et le Calamity sont complètement désemparés. Takro apparaît alors avec le faux parent, qui est toujours en vie, et annonce que le pyromane est déjà escorté par la police. La jeune fille qui se trouvait dans la maison avec le patron, le Mingo, et d'autres personnes surgissent alors de l'ombre. Le proche rétorque qu'il s'agit de l'agence du Palais du Dragon. Takro affirme ne pas se souvenir de lui avoir donné ce nom, expliquant qu'il avait simplement rassemblé des individus dangereux effectuant des basses besognes pour le compte du groupe Shinoyama. Le proche tente de se justifier en disant qu'il a été contraint par le tueur en série, et Takro reconnaît qu'il est assez stupide pour s'en prendre à sa propre famille. La scène suivante montre un détenu s'exclamant « Waouh, il est coriace, ce gamin ». De retour en prison, le détenu perd la tête, affirmant qu'il n'est pas un tueur en série, mais simplement une mauvaise personne ayant mal tourné et en l'occurrence, celle qui se faisait passer pour l'incendiaire. Il parle d'êtres humains qui dépassent leurs limites, utilisant peut-être la magie, ou non, et d'autres absurdités. Il s'interroge sur ce que la police lui cache et rétorque. Si ce n'est pas vrai, le détective acquiesce et demande comment il sait tout ça. Dans la voiture de police, on découvre que le véritable tueur en série est là, observant l'autre, qui non seulement ressemblait trait pour trait à l'imposteur, mais l'imitait aussi. Soudain, il prend feu, et les policiers sortent de la voiture, suivis de l'explosion du véhicule et du double imposteur. De retour au point de départ, le Calamité demande au chef de les laisser tranquilles. Le chef ordonne à tous de battre en retraite et lui demande des explications. Le Calamité répond qu'il est probablement, vous n'allez pas le croire, mais le Calamité n'est pas de ce monde. De retour auprès du chef, celui-ci appelle le Lemingo Nezu et le remercie. Le Lemingo explique alors que Polka, qui serait le réceptacle, est arrivé avant lui, l'un des jumeaux. De retour auprès du chef, il semble que le Calamité lui ait tout raconté, et il dégaine son épée et menace Misaki, car c'est Misaki qui avait exécuté Polka à l'époque. La Calamité se prépare à agir si nécessaire, mais Misaki affirme ne pas avoir peur du chef, et s'il décide de l'exécuter, eh bien, elle ne peut pas faire grand-chose, mais soudain, le vaisseau, nommé Polka, s'interpose pour le protéger, même sous sa forme de petit requin. Ce geste rappelle au chef, qui est son père, son enfance et un jour où il protégeait quelqu'un de la même manière. Surpris, le chef demande si son âme est en sécurité, expliquant qu'il dort simplement dans le corps actuel du Calamité. Ce dernier assure que c'est temporaire, mais le chef éclate de rire car Polka semble ravi sous sa forme de requin en peluche, et décide de le laisser partir. Et continue de converser là avec la Calamité. Le patron explique que s'il obtient un autre corps, Polka pourra retrouver le sien. Dans ce cas, il lui donnera un corps de cyborg. Désespéré, Polka raccroche et dit à Calamity qu'il veut devenir le cyborg. Il veut voler, se propulser, percer, tout. Le patron dit que Polka semble aller bien, mais qu'il n'a pas pardonné à la jeune fille. Cependant, elle a sauvé ses petits-enfants. Polka le remercie et Misaki sourit. Le patron réfléchit un instant et se dit que quelqu'un dans la famille veut visiblement la mort de Polka. Il y pense encore. Calamity discute logistique avec le pilote de drone, et Misaki s'excuse auprès de Polka pour ses actes précédents. Les jumeaux apparaissent alors et présentent eux aussi leurs excuses, ce qui rend Misaki folle de joie. Il remercie ensuite Calamity, qui explique qu'il n'y est pour rien. C'est le dieu des cadavres de voyants qu'ils ont visité, accompagné de leur esprit gardien, qui a laissé les jumeaux perplexes. Mais voilà, leur sœur aînée est maintenant heureuse et a retrouvé sa forme originelle, continuant de les protéger. Misaki demande à Calamity s'il compte conclure un pacte avec elle, mais il répond que pour l'instant, non. Peut-être qu'un jour, il se retournera et la verra heureuse avec eux. De retour chez les détectives, on apprend que le véritable tueur en série est un détenu apparu sur les lieux. Ce dernier demande s'il peut obtenir plus d'informations des squelettes, mais ils répondent qu'ils ne souhaitent qu'échanger des informations. Le détenu insiste pour aller voir par lui-même, puis les lumières s'éteignent et il s'enfuit. Calamity avait promis à Puka qu'il verrait son animal de compagnie. Arrivé sur place, il découvre un crocodile albinos et sont surpris de réaliser que Puka et celui qu'il défendait auparavant étaient en réalité cet animal. Retour chez les détectives, ils sont réunis en urgence car le « fantôme solitaire », comme il surnomme le détenu qui s'est évadé lors de son interrogatoire, révèle son casier judiciaire, vol d'une œuvre d'art dans un musée, abandonné devant un immeuble commercial pour faire le buzz sur YouTube à Shinjuku, peinture d'un bâtiment pour le rendre transparent comme un caméléon, le faisant ainsi disparaître. Et il le soupçonne également d'être impliqué dans un homicide, mais les preuves sont insuffisantes. L'affaire qui l'a rendu célèbre, la disparition du Premier ministre, en est un autre exemple. Il a simplement jeté un chiffon sur la victime, et lorsqu'il l'a retiré, les agents de sécurité ont essayé de le retrouver, mais il avait disparu. Un autre jour, il a kidnappé tous les chefs de l'opposition, sans autre forme de procès. Lorsque le Premier ministre a compris ce qui se passait, il était dans un café otaku en train de lire des mangas, et il insiste même sur le fait que c'était amusant. Le détective, accroupi au sol car cet incident a embarrassé la sécurité japonaise à l'échelle internationale, raconte s'être rendu à. La police affirme qu'il crée des illusions mais croit en la magie et veut trouver quelqu'un qui l'utilise véritablement, et que ses crimes sont un moyen d'attirer des gens qui pensent qu'il est l'un des leurs, et qu'il veut trouver ces personnes qui possèdent une véritable magie.
qu'il croit qu'elles existent et qu'il ne s'agit pas simplement de tours de passe-passe et d'illusions. Le texte décrit GQ, un personnage du film brésilien, dont le rêve est d'exaucer les vœux d'adolescents croyant à la magie. Il est prêt à tout pour y parvenir, quitte à devenir un criminel. Le détective Blond le comprend et ordonne son arrestation. Il le roue ensuite de coups et l'arrête, sous le regard abasourdi de l'enquête. Le naïf GQ a payé une fortune pour une vieille radio, persuadé qu'elle lui permettrait de recueillir des informations. Misaki semble déçu, sa robe adorée n'est plus qu'un tas de chiffons. Pendant ce temps, GQ allume la radio et apprend que l'incendiaire arrêté était un pirate informatique. Les détectives sont perplexes, car ils avaient exigé une interdiction de diffusion pour éviter les fuites. GQ et le pilote de drone discutent de l'incident, et ce dernier révèle que la personne dont il parle est une légende urbaine, comme le Mingo, mais qu'elle a suffisamment fait parler d'elle pour être considérée comme telle. À ce moment précis, le journaliste retire ses lunettes, révélant sa véritable nature, une apparition solitaire. La police passe la semaine à attendre son prochain crime, et le voilà, triomphant, annonçant à la grande joie de tous son retour. Les inspecteurs supposent qu'il a dû acheter la transmission à un autre criminel recherché surnommé mercenaire. Mais ils se trompent peut-être, car ce genre de piratage leur est souvent reproché. Puis, il y a ce fantôme solitaire sur le toit, qui parle tout seul avec le véritable pyromane, lequel vient à sa rencontre. Il reçoit un appel, mais c'est le pyromane lui-même qui l'appelle pour poursuivre la conversation, se servant de lui comme d'un parapluie pour créer du suspense. Le magicien tente même un tour de cartes, mais impatient, le pyromane brûle la carte, et le magicien continue de jouer avec lui. Calamity se demande alors si cet homme, vu aux informations à la radio, était si puissant. Misaki affirme même le connaître, et l'homme au drone lui demande s'il n'y avait pas de gens comme lui dans son monde. Il répond que oui, et se souvient de l'Adial, de la sorcière visqueuse d'Elgar, du maire pirate Silk, du noble vampire Médion, des golems rebelles invisibles et de Pani. Un érudit en alchimie dans un laboratoire flottant, de quoi faire un bon anime. Il mentionne l'assassin du roi et le dragon écrasé par le chevalier aperçu plus tôt, connu comme le destructeur de Calamité. Puis, la Calamité parle des dragons et de leur monde, et se dit surprise de les trouver dans le sien, même s'ils n'y existent pas. Ensuite, le fantôme à la plume leur suggère de comparer les deux mondes. Pendant ce temps, retournons à l'esprit solitaire et au pyromane. Ils s'affrontent amicalement en duel, l'esprit solitaire expliquant qu'il ne voulait pas critiquer l'avoir appelé plus tôt, même s'il était tout prêt. Après tout, la magie est pratiquement une perte de temps point et elle s'investit à fond et adore l'idée de gaspiller et d'exagérer, ce qui fait partie de sa magie. Pour lui, ne pas gaspiller ni exagérer, c'est comme robotiser les choses, et du coup, on finit par gaspiller ses émotions de toute façon. Je trouvais ça assez dingue, mais il n'a pas tort. Mec, par contre, l'impétueux pyromane finit par brûler son ballon. À l'antenne, le type s'en fiche complètement, il s'inquiète toujours qu'il ait réussi à le contacter même s'il n'a laissé aucune trace. Mais le magicien est vivant et finit par accepter constatant la prémisse nihiliste évoquée par l'incendiaire, selon laquelle la vie se résume à la joie et à la douleur, et acquiesçant avec humour, le magicien déclare même n'avoir jamais réfléchi au sens de la vie, mais qu'il est inutile de discuter avec lui. Il apparaît alors au sommet du parapluie et dit que l'incendiaire doit se demander pourquoi il n'en sent pas le poids. Le magicien explique qu'il ne s'agit que d'une illusion, d'un tour de passe-passe, et que son feu fonctionne de la même manière. Déçu que ce ne soit pas de la magie, il évoque un cas de véritable magie impliquant des squelettes et tente de rallier l'incendiaire à sa cause. Ce dernier lui demande alors ce qu'il fera s'il décide qu'une personne dotée de pouvoirs magiques mérite d'être brûlée vive, et le magicien répond qu'il y réfléchira le moment venu. Puis, retour à la catastrophe. Les habitants affirment que les criminels de leur monde ne devraient pas être une menace. Le magicien rétorque que ce n'est pas tout à fait exact. Le Mingo, par exemple, lui causerait bien des soucis. Soudain, on frappe à la porte et ils envoient le pilote de drone ouvrir. Il se retrouve alors nez à nez avec la sœur de Polka. C'est l'aîné des jumelles, asocial, un requin géant et une fille qui traînent une valise énorme. Ils sont tous perplexes. Puis elle entre, jette le requin sur le canapé et annonce qu'elle est venue parce qu'elle voulait s'installer là. Tout le monde se demande, enfin bref, mais pourquoi était-il là? Elle se présente alors à tout le monde et dit s'appeler Sayo. En réalité, c'est un garçon qui l'accompagne, portant les bagages, qui prétend être apprenti majordome. Sayo révèle que ses requins ont brûlé, et le majordome explique que l'incendie a détruit ses requins ainsi que sa chambre, qui servait également de base. Le patron a laissé un enregistrement vidéo du majordome disant que les chambres de Puko et Sayo ont brûlé lors de l'incident. Il lui demande de laisser Sayo et le jeune garde vivre là pour le moment, mais il hésite à les avoir tous les deux dans ce bâtiment. La Calamité réalise alors qu'ils sont observés et place plusieurs gardes de sécurité autour du bâtiment. Puis elle se réveille le matin et Sayo a dormi à l'intérieur du requin, qui est apparemment une sorte de fulton. Il lui dit bonjour, elle réfléchit à la vie et dit qu'elle respecte son opinion, que c'est une bonne journée et une bonne nuit. Les autres arrivent alors et tentent de la réconforter, mais elle leur rétorque que le meilleur moyen de la remonter le moral est de parler de requin. Le majordome se met donc à préparer le petit déjeuner pendant qu'il s'adresse à chacun amicalement et leur explique qu'il vaut mieux rester là pour le moment, car l'ambiance est tendue au manoir. Les détectives enquêtent sur l'incident, on voit d'ailleurs deux d'entre eux interroger une servante. Takro et ses gardes du corps les interceptent et leur demandent leur coopération. Ils parlent à Takro de l'incendiaire, mais celui-ci prétend n'en rien savoir. Les détectives insistent, alors il réplique sèchement, rajoutant du grain à moudre, que l'incendiaire est devenu une véritable plaie pour la famille Shinoyama, car il a incendié les immeubles de leurs clients et s'attendait à ce que la police l'arrête. Il ajoute qu'il est inutile de le capturer si les criminels s'échappent à nouveau, laissant le détective sans voix.
Le responsable était totalement maladroit et Sanjil a également ajouté qu'il espérait qu'ils arrêteraient rapidement le criminel en fuite car, par le passé, celui-ci avait fait chuter drastiquement le cours de l'action de la société alors même qu'il n'y était pour rien, et il espérait que cette fois-ci la police coopérerait afin que le cours de l'action ne chute pas davantage. Ce type n'a que des répliques de qualité. Il a clairement trop regardé de feuilletons mexicains. Le détective délinquant, en partant, prétend que ses gardes du corps sont aussi des assassins, qu'il sentait qu'ils avaient la même aura que lui, et le détective principal leur dit de se préparer à affronter les Shinoyama et montre un portrait qu'il a vu au mur qui ressemble à Polka, en l'occurrence, le Calamity, et demande à l'autre détective s'il se souvient du visage. Au-dessus d'eux, Takeru observait tout. Le garde de sécurité demande s'il devrait l'effacer, mais il dit non. Dès qu'ils découvriront le secret de Polka, il pourrait lui être très utile. Mais il semble que le patron tire les ficelles. Il retourne auprès de Sayo et du mini-majordome Misaki, et le Calamity les quitte dans leur nouvelle chambre et retourne au salon. Misaki lui demande s'il est content de s'amuser avec plus de monde, et le Calamity répond oui, un peu inquiet. Le mini-majordome n'est pas n'importe qui. Il a placé un micro dans la pièce et voit tout ce qu'ils disent. En fait, il entend tout. Je suis même persuadé qu'il était déjà là, protégeant le patron, lorsque le destin le lui a demandé. Pour qu'il puisse se retrouver seul peu après, il est confirmé que c'est exactement ce qui s'est passé. Le patron a demandé au mini-majordome de protéger le faux Polka et Sayo, mais le mini-majordome n'a pas du tout apprécié l'idée et compte bien enfreindre les règles pour se débarrasser du faux Polka. Il a même dit, et c'est le comble de l'audace, que s'il trouve le vrai Polka, il l'exécutera lui aussi. Ce garçon est fou, les gars, il y a des secrets ici qui n'ont pas encore été révélés. Et puis, les secrets sont dévoilés. Il a toujours envié le vrai Polka, il voulait être admiré par le patron et il refuse qu'un faible comme Polka soit l'héritier de la famille. Son passé est également révélé. Lors de sa première mission, il a perdu ses membres, ses bras et ses jambes, et son père a voulu l'abandonner. Malheureusement, des monstres comme ça existent vraiment. Alors que le mini-majordome était furieux contre son père, le chef, que nous appellerons désormais Rosan, arriva et s'enquit du cas du garçon. Le père projetait d'utiliser l'enfant pour cultiver des poisons qui ne se développent que dans les entrailles d'enfants, et Rosan dit, afin qu'il ne commette pas un acte aussi barbare, ni même qu'il n'en fasse mention, son clan se considère comme un simple instrument, à l'instar des ninjas et des assassins qui servaient les grandes familles, et il semblerait qu'ils aient des origines chinoises. Rosan ajouta que s'il ne le voit que comme un outil, il peut le vendre. Son père refusa, car il voulait l'utiliser comme réceptacle à poison, comme mentionné précédemment, et que si Rosan le souhaitait, cela lui coûterait cher. Rosan répondit que ce n'était pas un problème et qu'il lui fournirait même la technologie nécessaire pour qu'il n'ait plus besoin de se livrer à ses atrocités avec le poison pour gagner sa vie. Rosan apparaît alors au petit garçon et lui dit de ne pas se croire bon, mais qu'il voulait seulement un cobaye pour ses tests de prothèse, et que peut-être après, il pourrait de nouveau bouger, il sert de cobaye pour leurs essais de prothèse, et il est possible qu'après qu'il puisse à nouveau bouger, il sert de cobaye pour leurs essais de prothèse, et il est possible qu'après qu'il puisse à nouveau bouger. Vous pourriez entendre Rosan parler de sa famille, affichant un large sourire affectueux. Un homme au grand cœur, vraiment. Bref, ce garçon est un véritable ingrat qui désobéit à Rosan par pure jalousie. Après cela, on retrouve la chef des assassins et ses amis qui s'amusent, et on dirait que l'animateur s'est bien amusé aussi, il a beaucoup exagéré dans cette scène. Il parle d'une possible trahison au sein de la famille Shinoyama, et du fait que cette personne souhaite leur mort. La chef des assassins ne cesse de parler de l'influence de la famille Shinoyama, aussi bien chez les criminels que chez les gens ordinaires, et de toute son influence, tout en jouant inutilement avec l'un de ses amis. Puis on voit cette scène totalement superflue. Revenant à la calamité, il continue à parler de dragons, par exemple, le dragon qui s'est transformé en femme pour tromper les rois mais qui a fini par tomber amoureux d'un général, et ils se sont enfuis ensemble lorsque l'Empire s'est effondré, vous imaginez. Il parle des différents types de dragons, et le mini-majordome pense qu'il parle de jeux vidéo et de manga. Puis il entend un bruit d'os qui s'entrechoque, et on voit Misaki danser avec les squelettes de façon très comique. Le mini-majordome croit qu'il joue à un jeu, et la calamité fait remarquer que le mini-majordome. Le majordome est très dévoué et est resté éveillé jusqu'à présent pour protéger la porte de Sayo. Le mini-majordome cherche des caméras, mais ne trouve rien et ne comprend toujours pas comment la calamité était au courant. Les détectives ouvrent alors une enquête sur Puka, et l'on découvre que le véritable Puka n'a que 16 ans. Il résume toutes les preuves recueillies jusqu'à présent le concernant et conclut qu'il est devenu voyant, ce qui ravirait le magicien fou. Justement, le diable apparaît à la sortie d'une salle d'arcade et déclare que les jeux de magie ont beaucoup évolué pendant son emprisonnement et qu'il a plus de 6 jours pour finaliser son plan avant la date fixée par la police. Entre-temps, il se promène librement dans la rue et est repéré par des gardes. Il prend la fuite. Pendant ce temps, le pyromane observe la scène avec son parapluie sur lequel est inscrit « Sécurité incendie », non sans ironie. De retour à Calamity, lui et Misaki se préparent à reprendre leurs activités de voyance. Pendant ce temps, les détectives débarquent à sa boutique et l'homme au drone est déjà caché. Le détective ouvre la marche. Il la salue et lui dit qu'ils ne se sont pas vus depuis le bar de Clarissa, la chef des assassins, et lui demande s'il peut lire son avenir là-bas. J'ai le pressentiment que ça va mal tourner, mais nous avons rattrapé tous les épisodes précédents. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Votre soutien me motive et m'encourage à continuer. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et que vous appréciez. Profitez-en pour commenter quelle partie vous a le plus plu, quelle partie vous a le plus indigné. Dites-moi aussi si vous souhaitez une suite pour que je puisse continuer à vous proposer les épisodes de Death Mount Display. À bientôt pour une autre longue vidéo que je prépare.